Allô, bonjour, monsieur Jean-Bruno Tagna et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir. Comment vous allez, monsieur Jean-Bruno Tagna? Je vais très bien, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Les Camerounais ne vont pas très bien, ils ne sont pas très heureux depuis quelques jours, depuis quelques mois. On n'a pas la grande interview, justement, ce programme suffisamment regardé sur la télévision, sur une télévision camerounaise. Oui, effectivement, ça fait pratiquement 5 mois que cette émission a été suspendue. La dernière que j'ai faite, je crois, c'était en octobre ou novembre, je ne m'en souviens plus. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon invité, c'était le professeur Joseph Owona. Et puis, après, plus rien, hélas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez justement, parce qu'on va utiliser le terme, vous soyez limogé il y a quelques jours seulement de Canal 2 International, monsieur Jean-Bruno Tagna, le célèbre intervieweur, mais aussi directeur général adjoint de Canal 2 International chargé justement de l'information. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez limogé de Canal 2? Moi aussi, je me le demande. C'est vrai que les rapports était devenu un peu difficile. Vous imaginez bien, lorsque on est suspendu d'antenne, on est privé de salaire et tout, évidemment ça crée une certaine tension sans que je sache pourquoi. Donc moi aussi je me pose la même question que vous, que s'est-il passé? J'avoue que je ne sais pas. mais le motif officiel, c'est abandon de poste. Oui, absolument. Et vous faites bien de dire le motif officiel parce que voilà, il n'en est rien, c'est du laisse-bouffe, tout ça. Mmh. Alors, qu'en est-il alors? Où êtes-vous actuellement? On sait que vous étiez déjà un petit peu en froid depuis un moment avec la haute hiérarchie de Canal 2 International. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette affaire, justement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur Jean-Bruno Tagna? Vous avez peut-être 2 ou 3 petites choses à nous dire sur la question. S'il ne s'agit pas d'abandon de poste, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors en général, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas pour habitude de parler de mes problèmes professionnels ou alors des problèmes internes à l'entreprise qui m'emploie sur la place publique. Ça fait un peu plus de 5 mois, effectivement, que je suis privé d'antenne, privé de salaire, mais jamais je me suis exprimé sur la place publique. Maintenant, j'ai été viré sans qu'on ne le dise expressement. On a utilisé des subterfuges pour me jeter dehors. Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur la question pour le moment, par principe, parce que je parle difficilement, rarement de mes problèmes professionnels sur la page publique. La seule chose que j'espère, c'est que mes anciens employeurs vont faire preuve d'un minimum d'honnêteté et d'élégance également pour que la rupture se passe dans de bonnes conditions en préservant la dignité et les intérêts de chacune des parties. Voilà tout ce que je souhaite. Je ne voudrais pas qu'il y ait de tiraillement. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Voilà. Et comme je l'ai dit, je compte sur un minimum d'honnêteté et également un minimum d'élégance pour que la rupture se passe dans de bonnes conditions et que chacun continue de faire sa vie. Donc, vos auditeurs et vous-même me permettrez de ne pas aller plus loin pour l'instant. La suite de mon attitude dépendra de celle de mes anciens employeurs. Alors, monsieur Jean-Bruno Tagna, depuis plus de 5 mois que vous ne travaillez pratiquement pas, alors que vous n'êtes pas visible, de quoi sont meublées vos journées en dehors de la naissance de votre dernier petit-enfant? Vous voulez suggérer que depuis que je ne travaillais pas, je faisais désormais des galipettes pour faire des bébés? Vous avez plus de temps pour choquer un peu. Plus sérieusement, c'est depuis l'après-présidentielle que tout ça s'est passé. Bon, je vais régulièrement à mon bureau. Et des fois, je travaille sur
des choses très personnelles. Je lis énormément et tout ça, puisque de toutes les façons, à mon avis, on était arrivé à un point de non-retour parce que j'ai appris à faire du journalisme dans un type de conditions et il y a des choses que je n'accepte pas par principe, quel que soit ce que cela peut me coûter. Donc voilà, j'essayais de m'occuper, de lire, mais j'allais régulièrement au bureau et j'adressais régulièrement des correspondances à mes employeurs pour leur demander à travailler. Voilà. Alors, Monsieur Jean-Bruno Tagné, on va pas s'étaler sur la question, mais il se dit que c'est le pouvoir de Yaoundé. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est le pouvoir de Yaoundé. Il se dit qui a demandé votre tête parce que vous mettiez déjà un peu en mal le gouvernement à travers vos interviews, vos interventions, qui étaient un peu oppositionnelles. C'est ce qui se dit. Vous savez, il y a tellement de choses qui se disent. Moi-même, j'en ai beaucoup entendu. Il y en a qui viennent de personnes assez respectables qui font des choses. Il y en a qui sont farfelus. Il y en a qui relèvent du pur fantasme. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne souhaite pas m'y étendre. Mais vous imaginez bien, je connais quand même une ou deux personnes et qui peuvent me donner des informations qui sont fiables. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas en dire beaucoup plus. Comme je l'ai dit, tout dépendra de l'attitude de mes anciens employeurs quant à mon attitude pour la suite de cette affaire. Dans tous les cas, on sait que les avocats sont déjà sur le coup et votre attitude dépendra de la suite que les employeurs vont donner à cette affaire. Mais vous avez tout de même lu une pétition qui a été publiée sur les réseaux sociaux. C'est un jeune Camerounais qui demande d'ailleurs au groupe Equinox de vous recruter et que vos salaires vont être payés par la contribution des Camerounais. Que si les Camerounais, par exemple, 100 000 Camerounais donnent 100 francs par mois, ça va faire environ 10 millions de francs CFA et c'est suffisant pour vous payer votre salaire à la fin du mois. Vous avez lu cela? Oui, j'ai lu cela. Vous imaginez bien que lorsqu'on voit un texte de ce genre d'une personne que je ne connais pas du tout et les réactions qui s'en suivent, ma boîte personnelle sur Facebook va exploser carrément. Je reçois énormément de messages, les coups de fil pour ceux qui ont mon téléphone. Bref, je reçois pas mal de messages depuis que cette affaire a été rendu public et c'est dommage parce que personnellement je n'en avais pas parlé. Ça fait peut-être les gens ne le savent pas, les gens pensent que j'ai été chassé il y a 2 ou 3 jours. Non, ça fait pratiquement 1 semaine et demie que j'ai reçu cette fameuse correspondance. J'ai décidé de ne pas en parler parce que pour moi, je voulais gérer cette affaire sans éclat de voix. Mais il y a des petits malins qui ont fait fuiter l'information, je ne sais pas dans quel intérêt. Et donc, le message de cette personne m'a sérieusement touché, ainsi que toutes les réactions. C'est assez touchant quand même, c'est assez touchant. Et je lui dis à cette personne, merci, c'est très gentil. Alors nous avons eu Monsieur Xavier Messé sur cette antenne qui subit depuis quelques jours justement une certaine cabale et des calomnies de la part de ses anciens employeurs éventuellement. Et alors cette situation est un peu similaire à la vôtre. Que pensez-vous de cette façon de se débarrasser justement de nos figures à la télévision, à la radio et dans la presse aujourd'hui? Que pensez-vous de cette façon de se débarrasser de vous comme de Xavier Messé? Bon, pour être honnête, le cas d'Xavier Messé est un peu plus grave que le mien. C'est pas un niveau alors. Parce que j'ai lu un texte qui a été publié hier par un groupe sur Facebook qui s'appelle le 4e pouvoir et qui est attribué à NS Obama. Voilà. Si c'est vraiment lui qui a écrit ça. Xavier Messé l'a reconnu, c'est vraiment Xavier Messé l'a reconnu, mais en disant en fait que c'est une lecture dictée, parce que c'est la hiérarchie en fait qui a écrit le texte. Xavier Messé a signé, l'autre a signé au NS Obama. Voilà, disons, si c'est lui qui a vraiment signé ce texte, alors là, c'est d'une violence inouïe. Et c'est pour ça que je dis que son cas est un peu différent du mien quand même, parce que lui, rien ne lui aura été épargné. Peut-être que le mien arrive, mais pour l'instant, j'ai pas encore connu pareil injure. Je crois que c'est quand même aller trop loin et c'est bien dommage. Alors l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est quand même que chaque jour,
ce genre de choses montre que tous les Camerounais, tous autant que nous sommes, nous avons intérêt à ce qu'il y ait un véritable état de droit dans ce pays. Parce que quand il y a un vrai état de droit, lorsque vous avez un employé, vous ne le mettez pas à la porte n'importe comment. Il y a des procédures. Il y a un minimum de, on y met au moins des formes. Et donc, c'est simplement dans des républiques bananières où quelqu'un pense que parce qu'il a une entreprise, il a le droit de vie et de mort sur ses employés, il peut les recruter quand il veut, il peut les défenestrer quand il veut et tout. Donc, nous avons besoin d'un véritable état de droit. Parce que quand il y a un état de droit, un patron, même pour virer son planton, il réfléchit pas deux fois, il y met des formes. Évidemment, lorsque vous avez une entreprise, vous êtes libre de recruter qui vous voulez, vous êtes libre de mettre à la porte qui vous voulez, quand vous voulez, mais il faudra respecter les droits de cette personne. Et je trouve absolument malhonnête de trouver des subterfuges pour mettre les gens à la porte sans respecter leurs droits, ainsi de suite. Je pense que c'est des attitudes qui ne nous grandissent pas, et c'est pour ça que je parle d'un état de droit, vivement l'état de droit au Cameroun, parce que pour que chacun soit capable de saisir un juge quand il veut pour faire respecter ses droits. Nous avons tous intérêt à ce que cela arrive, c'est-à-dire l'avènement d'un vrai état de droit. Parce que aujourd'hui, c'est Xavier Messé, demain ce sera un autre, après-demain ce sera quelqu'un d'autre. Le pays ne peut pas fonctionner dans cette manière-là, avec cette instabilité professionnelle, cette précarité à laquelle on soumet les travailleurs chez nous. Et tout cela se passe à la veille du 1er mai, et c'est bien dommage. Donc, il est important qu'on sache très bien, peut-être que certains le font par ignorance, mais il est bien, peut-être qu'on organise des séminaires à l'attention des patrons pour leur apprendre comment on met un employé à la porte en préservant ses droits et sa dignité. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'État ne fait rien pour protéger le travailleur? D'ailleurs, depuis plus de 6 ans, on multiplie les thématiques à la faveur de la journée du travail. En revenant, cette année par exemple, le thème parle de la protection du travailleur, vecteur de justice sociale, de travail décent au Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression justement que ce n'est que du folklore et cela n'a rien à voir avec les actions concrètes ne sont pas prises sur le terrain pour protéger le travailleur? Bah écoutez, c'est comme toute autre chose, c'est essentiellement folklorique. Vous allez voir le 1er mai, je crois que c'est demain. C'est demain. Les gens vont défiler, on va rassembler des employés, leur donner quelques t-shirts qui sont même d'ailleurs fragiles. Certains employés les employeurs vont rassembler leur personnel pour leur offrir repas et canettes de bière frelatée et tout ça, tout le monde va manger, danser et puis c'est terminé. Mais jamais on ne prend le temps de réfléchir véritablement sur la condition du travailleur, sur comment rendre le travail plus solide au Cameroun, parce que nous vivons dans une précarité extraordinaire. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de folklore, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas au gouvernement de bien organiser les choses, c'est à nous. Le gouvernement a ses préoccupations qui sont ailleurs, mais ce sont les travailleurs qui doivent s'organiser pour mieux défendre leurs droits, pour être une véritable force face à leur patron. Là où l'État intervient, c'est au niveau de l'indépendance véritable de la justice, pour que si jamais un employeur est coupable de n'avoir pas versé les salaires dus à son employé, de l'avoir viré de manière absolument abusive, de ne pas reverser ses cotisations sociales et tout ça, qu'il soit puni. Cela doit être automatique et on ne doit même pas transiger là-dessus. Mais lorsque on peut jongler avec les règles, on peut faire le malin avec la loi et tout ça là, on se retrouve dans la situation qui est la nôtre avec la précarité du travail. Je lisais il y a quelques jours encore un vieux livre de Abel Eyinga qui, dans cet ouvrage-là,
parlait du Cameroun, et c'est un livre qui est sorti il y a pratiquement 20 ou 25 ans. Il parlait du Cameroun comme un modèle de démocratie régressive. Vous vous rendez compte? Un modèle de démocratie régressive. Alors, quand vous voyez le combat que les gens ont mené pour la liberté d'expression, ou plus singulièrement la liberté de la presse, et qu'on se retrouve encore à subir un certain nombre de choses dans notre pays aujourd'hui, c'est vraiment dommage et c'est cruel pour ceux qui se sont sacrifiés, pour ceux qui ont donné de leur vie, pour ceux qui sont engagés en faveur de cette liberté de la presse. Et il faut savoir également que la presse a été aux avant-postes des changements successifs, des petits changements que nous avons eu dans ce pays. Si je ne prends que le cas des années 90, il y a eu des journalistes et des patrons de presse courageux pour permettre d'obtenir un certain nombre de libertés pour la presse aujourd'hui. On peut les citer Pius Njawé, les Serantouk, Zebazé, il y a plein de types, Ndiana Séné, les Vianney Ombe, Nzana et tout ça là. C'est des gens qui ont désobéi, qui ont cassé les codes pour essayer de donner à la presse une certaine liberté. Mais aujourd'hui, on observe que tout ça est en train de reculer parce que beaucoup de patrons de presse, heureusement pas tous, ont fait essentiel, ont une seule obsession, c'est l'argent. Et la presse, les principes journalistiques viennent essentiellement en arrière. Et c'est pour ça, quand vous regardez la presse camerounaise aujourd'hui, sans généraliser, parce qu'il y en a encore qui font bien leur boulot, alors qui essayent de bien le faire, vous êtes absolument déçus. Il y a comme un chorus, vous vous rendez très bien compte que la presse est régentée aujourd'hui par les pouvoirs de l'argent, et c'est bien dommage. C'est tout cela que le public ne nous fait plus confiance. Le public regarde absolument ou écoute absolument autre chose parce qu'il est déçu sur le contenu des médias. Et je pense que dans l'histoire politique du Cameroun, nous sommes à un véritable tournant. Et c'est maintenant que les journalistes doivent jouer véritablement leur rôle de chien de garde de la société. Et il y a un moment où le journaliste ne peut plus se contenter simplement de faire ses petits comptes rendus, ou alors de faire ses petits reportages, ou alors de faire les papiers soi-disant équilibrés, où tu donnes 50% à gauche, 50% à droite. Non, à un moment donné, il y a un besoin d'engagement. Parce que, dites-vous bien, je vais prendre un exemple. Vous croyez que si vous devez faire un article pour parler sur la Shoah, vous allez donner 50% à Hitler, 50% aux Juifs, c'est de l'injustice, c'est de la bêtise. Un type a massacré des gens, vous ne pouvez pas estimer que voilà, au nom de la déontologie ou alors au nom du respect des canons journalistiques, on doit donner 50% à chacun, 50% à l'autre. Non, il y a un moment où le journaliste doit prendre sa plume, porter le couteau dans la plaie pour essayer de faire avancer des choses. C'est ça le rôle du journaliste. Voilà, donc pour moi, j'espère que le métier va se ressaisir, qu'on va reconquérir des espaces de liberté que nous sommes en train de perdre, et c'est absolument dangereux pour la démocratie camerounaise, parce qu'il faut bien se le dire, il n'y a pas de démocratie sans une presse libre, indépendant et surtout responsable. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux n'y est pas pour quelque chose, Monsieur Jean-Bruno Tagneux? Alors disons que on ne pourra plus faire machine arrière. Les réseaux sociaux sont là, il faut faire avec. Et l'avènement des réseaux sociaux rend simplement le travail des journalistes encore plus complexe qu'il ne l'était avant. Parce que voilà, il y a un flot extraordinaire d'informations qui circulent, et il est de la responsabilité du journaliste aujourd'hui de faire le tri entre ce qui relève de l'information réelle, vraie et vérifiable, et ce qui relève du fantasme. Et vous avez vu que l'avènement des réseaux sociaux est en train de mettre les journalistes un peu en arrière. Aujourd'hui, des types qui n'ont aucune formation de journaliste, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent rien des canons du métier, ont des groupes WhatsApp où ils organisent des interviews, font des breaking news. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Et moi, quand je prends mon téléphone, je suis dans au moins 150 groupes WhatsApp. Et les promoteurs de ces groupes WhatsApp se prennent pour des patrons de médias, ils excluent et tout. Ils font des breaking news, organisent des interviews, des débats et tout. Donc, en fait,
ça montre simplement ce besoin d'information et ça montre également que les gens ont soif d'un autre type d'information. Les gens ne veulent plus les informations qui sont encadrées, où on a peur de dire ci ou ça. Après, il y a ces dérives, mais les journalistes doivent comprendre qu'il faut changer de paradigme. La manière dont on donnait l'information il y a 10 ans n'est plus la même aujourd'hui parce qu'il y a déjà Facebook, il y a WhatsApp, il y a Twitter. Au moment où vous êtes encore en train de réfléchir, un type, il a déjà annoncé l'information. Et les gens font plus confiance à ces héros des réseaux sociaux plutôt qu'à des journalistes professionnels. Donc ça veut dire que nous devons questionner notre métier, questionner la manière dont nous devons travailler aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est désormais... Pour moi, les réseaux sociaux sont arrivés, on n'y peut rien, on va faire avec et ça nous demande de faire preuve de beaucoup plus de rigueur et d'engagement aussi. Et si le pouvoir quitte justement les mains des journalistes formés pour se retrouver entre les mains des citoyens du monde, et cela pose un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire véritablement, monsieur Jean-Bruno Tanier, pour redorer l'image du journaliste aujourd'hui et l'image de la presse et lui redonner sa place de quatrième pouvoir? Écoutez, les journalistes doivent simplement faire leur boulot, se mettre du côté des plus faibles et non des plus forts, se mettre du côté des pauvres et non des riches. Voilà, c'est aller vers les gens. Mais si nous continuons à rester dans nos bureaux, à faire du journalisme de tapis rouge, où on nous déroule le tapis rouge pour nous recevoir, et le public il ne regarde plus, il a désormais le choix. Pendant que vous êtes en train de faire votre émission, vos auditeurs, ils ont le choix entre votre émission et un live Facebook qui a lieu au même moment et qui est donné par quelqu'un qui parle à peine d'un bien français, mais qui dénonce et qui dit exactement ce que le peuple veut entendre, et les gens ils sont contents. Donc voilà, c'est pour ça que je disais aujourd'hui, nous devons réinventer notre métier, nous devons revoir la manière dont nous faisons notre boulot et nous engager un peu plus. C'est ça que les gens veulent. Les gens sont un peu fatigués de toutes ces choses convenues que nous balançons dans nos médias et qui n'intéressent que nous-mêmes, parce que nous passons le temps à nous mirer. Nous sommes convaincus d'être trop forts alors que le public n'en a rien à cirer. Les gens veulent des choses et dans le contexte camerounais d'aujourd'hui, il faut le faire. Moi, quand je regarde les groupes sur WhatsApp les plus déprimants, ce sont les groupes de journalistes. Mais vous regardez les raisonnements, des manières de faire et tout ça, vous vous dites waouh, comment peut-on être journaliste et faire ça? Mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc je pense que notre métier, il a réinventé. Chacun à son niveau doit questionner pour dire pourquoi suis-je journaliste. Et c'est une fois qu'on a répondu à cette question-là que nous pouvons renverser la donne. Monsieur Jean-Bruno Tanier. Oui. Est-ce que vous acceptez finalement la proposition du jeune qui vous propose de vous faire employer par Equinox? Parce que dans sa proposition, il dit que si 100 millions de Camerounais donnaient 100 francs CFA, donc ce qui pourrait donner 10 millions, dans 10 millions, M. Séverin Tchouke pourrait percevoir 9 millions et vous 1 million par exemple. Ce serait une bonne affaire pour vous et pour M. Séverin Tchouke. 1 million, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal quand même. Non, je pense qu'il ne faut pas prendre le texte de cette personne au premier degré. Moi, j'interprète ça comme étant le message de quelqu'un qui souhaite me revoir à l'antenne le plus rapidement possible. Voilà, donc pour le reste, je suis là, je suis ouvert, je suis disponible. Voilà, on vient à peine de me chasser, donc voilà. N'oubliez pas de nous saluer le bébé qui est juste à côté. Oui, je suis en train de m'occuper, c'est devenu mon boulot. Manger le cul et porter l'enfant. Voilà, très intéressant. Dans tous les cas, ABK Radio est là et comme vous avez dit que la porte est ouverte, on peut toujours négocier avec ABK Radio afin que vous puissiez réintégrer nos rangs. Voilà.